Bonsoir, chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Je voudrais débuter ce soir sur une note un peu triste, en exprimant toute ma gratitude à notre souveraine, Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, par la gloire de Dieu, comme l'affirme l'expression consacrée. Elle a été pour tous les Canadiens qui sont aujourd'hui en deuil un exemple vivant d'une vie consacrée au service, d'abord au service de Dieu, bien sûr, mais aussi au service des nombreux royaumes qu'elle a su soutenir de par le monde avec un dévouement et une consécration sans faille pendant un règne de plus de 70 ans. Je formule le souhait qu'elle repose en paix à la veille de ses funérailles qui seront célébrées, comme vous le savez, lundi prochain. Nous verrons qu'elle fut un exemple majeur de l'athlète, au sens fort du terme, celui qui incarne les enjeux initiatiques associés aux muscles et que nous allons explorer tout au cours de cette soirée. Je suis conscient que plusieurs d'entre vous êtes républicains, ce que je peux comprendre, mais permettez-moi de vous demander une minute de silence pour Sa Majesté la Reine, pour honorer sa consécration et l'oblation de sa vie à quelque chose de plus grand qu'elle. Mes amis, nous l'avons dit, la soirée sera consacrée à l'étude du symbolisme des muscles. Je vais tenter de vous présenter cet organe avec enthousiasme, car les muscles ont toujours eu une importance capitale au sein de toutes les démarches initiatiques, au sein d'ailleurs de toutes les grandes civilisations, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques de l'histoire. Comme pour les organes précédents, nous allons suivre la même approche, et nous allons débuter par quelques considérations générales qui seront essentiellement ce soir articulées autour de 3 éléments principaux. D'abord, le sport dans les traditions antiques. On voit tout de suite le lien entre activité sportive et muscles. Dans un second temps, le bodybuilding, tel qu'on le connaît de manière contemporaine, à partir essentiellement du 19e siècle. Et finalement, la consommation de la viande, c'est-à-dire la consommation des muscles de certains animaux. Nous allons nous intéresser, après ces considérations générales qui vont nous permettre d'entrer dans un univers de sens, de déjà mieux comprendre ce que représentent les muscles au sein de cet ensemble qu'est le corps humain. Eh bien, nous allons nous intéresser ensuite à l'approche de cet organe selon la méthodologie que nous avons adoptée pour les organes précédents. Alors, on va d'abord tenter de répondre à une première question. Quelle est la forme générale de cet organe? Puis, nous allons nous intéresser à ses caractéristiques macroscopiques, celles que l'on peut observer à l'œil nu, puis à ses caractéristiques microscopiques. Alors, cela va en quelque sorte correspondre à un premier volet d'analyse qui est le volet anatomique. Et de ce volet anatomique, nous allons passer à une brève exploration de la physiologie musculaire. Quelles sont les fonctions emblématiques des muscles? Et quelle pourrait être la signification symbolique de ces différentes fonctions associées à ces organes? Et enfin, tout cela va nous amener à évoquer le nom hébreu qui désigne ces muscles-là. Parce que, précisément, et c'est notre méthodologie qui le veut ainsi, après avoir fait une lecture symbolique des composantes anatomiques et physiologiques d'un organe, nous nous intéressons, à travers une voie un peu différente, à la nature profonde et à la vocation de l'organe à partir du nom hébreu. Le nom hébreu étant un nom qui, dans une langue sacrée, permet précisément de révéler ce qu'est la nature profonde et la vocation d'une chose ainsi désignée. Alors, nous allons nous intéresser, dans un troisième temps, à ce volet étymologique, à ce volet consacré à l'étude du nom hébreu qui désigne l'organe.
Nous serons alors en mesure de mieux cerner les enjeux initiatiques associés aux muscles, c'est-à-dire les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels. C'est le cœur de notre rencontre de ce soir, comme c'est le cœur de toutes nos rencontres consacrées au symbolisme du corps humain. Nous faisons cela, nous procédons à cette étude méthodique pour une raison précise, pour découvrir les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels dont les différents organes du corps sont la matérialisation, on pourrait dire sont la somatisation. À quoi nous invitent ces différents organes ce soir? À quoi les muscles nous invitent au niveau d'enjeux psychologiques et d'enjeux spirituels? Et une fois qu'on aura un peu mieux cerné ces enjeux, je vous proposerai, comme c'est le cas aussi chaque fois, certains exercices qui visent à éveiller ces enjeux en nous, à contribuer à une meilleure intégration de ces éléments et qui nous permettent en fait de vivifier les organes correspondants et d'une certaine façon de suivre un programme initiatique dont ces différents organes sont l'expression dans sa forme la plus forte et dans sa forme la plus parlante. Alors voilà donc le programme de la soirée. On va donc commencer par nos quelques considérations générales. Et dans cette perspective, il est toujours intéressant de contextualiser l'organe sur lequel nous allons travailler. C'est toujours notre première étape. Alors, qu'est-ce que je veux dire par contextualiser l'organe sur lequel nous allons travailler? Eh bien, c'est d'abord de le classer parmi trois catégories qu'on vous a présentées largement dans notre introduction. Rappelez-vous, on a dit les organes du corps humain, on va les classer en trois principaux types: les organes de l'identité, les organes de la relation et les organes de l'expérience spirituelle. Or, les muscles font partie des organes de l'identité. Alors, je vous rappelle que nous avons déjà étudié quelques organes qui font partie de la même catégorie. D'abord, nous avons travaillé sur le symbolisme des os. Rappelez-vous, les os que nous avons associés à un enjeu majeur, celui d'une meilleure connaissance de soi. Nous avons dit rapidement que les os formant en quelque sorte une matrice intérieure, un axis mundi à partir duquel tout l'organisme s'organise, se structure. Nous avons dit, dans cet ordre d'idées, les os sont en quelque sorte la manifestation, l'incarnation même de la nature et de la vocation de l'organisme en question. Alors c'est assez intéressant parce que cela signifie que se tourner vers les os, c'est se tourner vers notre nature profonde, vers notre principe organisateur, vers notre vocation intime et d'une certaine façon de contribuer ainsi à une meilleure connaissance de soi. Alors on avait associé les os à une meilleure connaissance de soi, puis nous nous sommes intéressés au foie, et nous en avons conclu que cet organe est associé à une valorisation de soi. C'est pas tout de se connaître, c'est pas tout de découvrir quelle est notre nature profonde et notre vocation. L'étape suivante, c'est bien évidemment de valoriser cela. Valoriser cela dans le but d'une croissance, dans le but d'un développement. Or, nous avons vu que le foie était essentiellement la somatisation d'une dynamique de croissance, d'une dynamique de développement à partir d'un processus de valorisation. Et le mois dernier, nous nous sommes intéressés à la peau pour découvrir qu'il s'agit d'un organe essentiellement associé à une affirmation de soi. Donc, on a les os, connaissance de soi, le foie, valorisation de soi, la peau, affirmation de soi. Affirmation au dehors de ce qui est au dedans. Affirmation de notre identité propre en face de l'autre, puisque c'est bien ce que représente la peau. En tout cas, c'est tout ce que nous avons développé au cours de notre dernière rencontre. Or, ce soir, nous allons nous intéresser aux muscles qui représentent un nouvel enjeu associé à cette réalité identitaire, à cette dynamique identitaire. Quel est ce nouvel enjeu? Je vous le présente sans plus tarder. C'est l'enjeu d'une action conforme à ce que l'on porte en soi. C'est pas tout de connaître ce que nous sommes. C'est pas tout de valoriser cette réalité. Ce n'est pas tout de l'affirmer. Encore faut-il être en mesure de pouvoir agir, construire, bâtir. Bon, ce sont différents éléments qu'on aura à développer ce soir, conformément à ce que l'on porte
à l'intérieur de soi. D'une certaine manière, on pourrait dire que les muscles sont comme une courroie de transmission entre notre nature profonde, notre vocation intime et une action conforme à ces réalités intérieures. Voyez-vous, les muscles permettent d'agir conformément à ce que nous sommes, conformément à ce que nous avons découvert, à ce que nous avons valorisé, à ce que nous avons affirmé. Maintenant, comment je bâtis ma vie? Comment je construis cet univers qui est le mien, hein? Et comment, nous allons le voir, je contribue à un mieux-être de la communauté. En un mot, comment ma volonté, mon agir va pouvoir s'exprimer en conformité avec ce que je porte à l'intérieur de moi. Alors, on va donc explorer l'univers des muscles dans cette perspective bien particulière, hein? Un organe de l'identité, mais plus spécifiquement encore un organe associé à l'action, bon, ce qui n'est pas difficile à admettre, hein, puisqu'on sera tous d'accord pour dire que les muscles, c'est fondamentalement la fonction même de cet organe que d'agir, que de passer à l'action, hein? Donc, on va, dans cette perspective-là, essayer d'approcher les différents enjeux associés à ces organes, toujours en se rappelant plus précisément dans quel univers de sens ils se situent, et ça, donc, de les avoir définis comme des organes de l'identité associés à l'expression d'une volonté et d'un pouvoir d'action, déjà, ça nous permet vraiment d'avoir des points repères intéressants pour entrer dans l'univers symbolique associé aux muscles. Alors, avec ces précisions, on va pouvoir débuter notre premier volet, le premier volet de nos considérations générales, avec un élément qui vient spontanément à l'esprit et qui consiste à explorer, nous le ferons brièvement bien sûr ce soir, la place du sport dans l'Antiquité. Lorsqu'on pense à la place du sport dans l'Antiquité, on se projette assez spontanément au niveau de la Grèce antique. Bon, ce ne sont pas les premières manifestations d'activité sportive, hein, la Grèce antique. 3 millénaires avant Jésus-Christ, il y a des pratiques sportives à Sumer. On en retrouve dans l'Égypte pharaonique. Mais c'est vrai que c'est au niveau de l'Égypte antique que peut-être cela a pris le plus d'ampleur, hein. Cela s'est développé avec le plus d'amplitude, si vous voulez, de telle sorte que, encore une fois, quand on pense au sport dans l'Antiquité, tout de suite, on a l'exemple de la Grèce, où il y avait bien sûr un entraînement sportif extrêmement important, un entraînement sportif qui donnait ensuite lieu à des épreuves sportives fondamentales, qui d'ailleurs ont pris une ampleur colossale, puisque cela se manifestait souvent par des jeux panhelléniques, hein, où là, vraiment, l'athlète était honoré à l'échelle de toute la civilisation grecque. Alors, ces épreuves, elles étaient multiples. On ne va pas en faire l'étalage ce soir, mais on peut penser déjà à des épreuves de course, hein. Le dromos, par exemple, qui était une course sur une courte longueur, la longueur d'un stade, c'était environ 180 mètres, ou le dolichos, qui était plus davantage une course de fond, hein. On pourrait dire il y avait la force et il y avait l'endurance, ces deux termes sur lesquels on va revenir souvent ce soir, mais au niveau de la course, donc, il y avait la course d'endurance et puis il y avait la course où c'était davantage un effort court, bref, qui était demandé. Il y avait aussi des épreuves de combat, hein. Je pense par exemple au pugilat, hein, qui était l'ancêtre de la boxe, ou au pancrace, qui était un combiné de lutte et de pugilat, où à peu près tous les coups étaient permis. Bon, il y avait quand même des règles au niveau du visage, bon, mais enfin, c'était quelque chose d'assez costaud comme épreuve sportive. Donc, il y avait des épreuves athlétiques, il y avait des épreuves de combat, il y avait des épreuves de lancer du disque, lancer du javelot, hein, et puis il y avait des courses épiques aussi, hein, des courses à chevaux. Toutes ces épreuves avaient évidemment une dimension symbolique intéressante. On va pas ce soir explorer ça dans le détail, mais par exemple, la course, on voit tout de suite qu'elle est liée à une symbolique de la marche, hein. Qu'est-ce que c'est que la marche? Ben, c'est le déplacement d'un
lieu à un autre, mais ce déplacement d'un lieu à un autre, on a eu l'occasion d'en parler dans les leçons précédentes, c'est aussi le déplacement d'un état à un autre. C'est l'expression aussi d'un désir, d'une volonté, d'un mouvement, d'une action, bien sûr. Hein. Les épreuves de combat, quant à elles, eh ben, elles étaient plutôt associées à une capacité à résister à l'ennemi, hein, à tout ce qui s'oppose à soi, à être capable de défendre ce que l'on est, déjà au niveau individuel. Les épreuves du lancer, hein, c'était des épreuves associées à l'expression d'un désir, d'une capacité à le projeter avec vigueur et avec précision. Voyez-vous, comment je peux projeter quelque chose, comment je peux maîtriser ce désir pour atteindre mon objectif, pour atteindre mon but, et ainsi de suite. Chaque épreuve ne comportait pas qu'une habileté physique, c'est ce que je veux dire, c'était aussi une habileté morale, psychique, ça comportait aussi une dimension, je dirais, spirituelle, hein, puisque le rapport au Dieu était omniprésent dans l'expérience sportive à l'époque de la Grèce antique. Je vais y revenir dans quelques instants.